Nous gardons tous le souvenir des nombreux cafés qui animaient les places et les rues de nos villes et villages d'Algérie, alors françaises. Nous avons tous en tête l'odeur humide d'anisette qui s'exhalait de ces cafés lorsque nous passions devant, sous les arcades. Nous revoyons leurs enseignes riantes, leurs tables en formica et leurs chaises aux pieds chromés. Quand ce n'étaient pas les chaises Drucker en rotin, touche parisienne de nos grands cafés. Les verres teintés à l'heure de l'apéritif autour de la kémia, les cartes l'après-midi, s'abattaient dans un silence sépulcral au fond de salles sombres. Oui, nous nous souvenons de ces terrasses où, en famille et entre amis, on allait siroter le créponné ou déguster des boules de glace. Beaucoup de ces cafés ont laissé leur nom dans nos mémoires, s'inscrivant dans le carnet de nos jours heureux, mais rappelant aussi, hélas, des épisodes dramatiques et sanglants. Milk bar, automatique, cocardi, cafétéria, dancing du casino de la Corniche. Les témoins des premières décennies qui ont suivi la conquête de l'Algérie ont peu fait état des cafés français, fascinés qu'ils étaient par l'étrangeté du café mort. Pourtant, nos cafés ont été le décor de notre vie quotidienne. Nos cafés font partie de notre patrimoine mémoriel, qu'on se le dise. Alors, les premiers cafés français en Algérie ont été établis par les fournisseurs qui suivaient les troupes de la conquête et qui ont créé ici des débits de liqueurs et de vin, là des cafés, là des restaurants. C'était davantage des Provençaux, des Gascons, des Parisiens qui étaient limonadiers, plutôt que des Alsaciens, ou bien les Comtois, ou bien les Mahonnais, qui, eux, ont préféré plutôt aller travailler la terre, exploiter les fermes. Alors, malgré tout, on a déploré très vite ce trop-plein de café. Pensez que, par exemple, à Mostaganem, qui était à peine fondé en 1841 et qui ne comptait que 75 habitants européens, eh bien, on comptait une dizaine de cabaretiers et 3 cafés. Quant à Sidi Ferruche, créé alors là en 1844 pour accueillir des pêcheurs et des maraîchers, eh bien là, dans les premiers temps, eh bien, on n'y voyait que des cafés. Des cafés, pourquoi? Parce que leur existence était garantie par la clientèle d'ouvriers et de militaires qui étaient en train de construire la caserne citadelle de Sidi Ferruche. Alors donc, en effet, beaucoup de cafés au départ. Mais la question que je me suis posée, je me suis dit, est-ce qu'il y a eu vraiment un premier café? Un premier café. Quel a été ce premier café? Alors c'est vrai que c'est toujours très difficile de dire quel a été le premier. Mais pour ma part, j'ai beaucoup de raisons de penser qu'il y en a eu un qui s'appelait le Pourvoyeur de Nantes et qui a été créé par le capitaine Hennequin. Alors, il faut savoir que dans les combats anciens, dans ces conflits armés, les soldats à peine débarqués sur le front établissaient des baraques, des guinguettes, des petits cabarets, mais à même le front. Et donc, d'ailleurs, on a vu cette chose étonnante pendant la Grande Guerre de 14-18, dans les tranchées même, eh bien, les soldats avaient mis des petites guinguettes, des petites tavernes. Et puisqu'on est en Provence, eh bien, par exemple, on avait dans des tranchées même Lou Cavanoun ou Lou Provençaux, Florido, par exemple. Et les gens du pays aimaient bien se retrouver, même à côté de la fusillade. Alors, c'est ce qui s'est passé à Sidi Ferruche. Les soldats ont débarqué et puis ils ont installé leur tente pour se retrouver entre soi, entre pays, comme on le dit.
Mais Hennequin, ce capitaine, lui avait eu une idée encore plus originale. Lorsqu'il était encore à Nantes et qu'il embarquait donc des provisions, il s'était dit il va y avoir beaucoup d'officiers dans cette expédition, et puis en général ce sont des gens qui apprécient les mets raffinés. Alors lui, il a chargé sur son brick, donc à Nantes, il a chargé des choses très raffinées, par exemple des pâtés de Nérac, d'Amiens, d'Angoulême, des terrines de Strasbourg, du Chambertin, du Champagne, du Médoc. Et puis il a mis tout ça sur son brick et il est parti donc débarquer en Algérie. Eh bien, à peine arrivé donc le 14 juin 1830, donc au moment du débarquement, eh bien il a posé en effet des poteaux sur la plage même. Il a mis une voile de misaine, enfin ce qu'il avait récupéré sur des bateaux, et voilà, il a planté donc son enseigne, le pourvoyeur de Nantes, et là, la clientèle d'officiers n'a jamais désempli. Alors ces officiers, ils s'asseyaient sur des barriques, sur des caisses, on dit même qu'ils s'allongeaient même sur le sable de la plage de Sidi Ferruche pour, apprécier tout ce que proposait ce pourvoyeur de Nantes. Alors, je vous raconte ça, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ça a été donc écrit d'abord par Jean Toussaint Merle. Jean Toussaint Merle, c'était le secrétaire particulier du comte de Bourmont. Vous savez, le comte de Bourmont, c'était le commandant en chef de l'expédition. Alors Jean Toussaint Merle, c'était un littéraire, c'est un homme de théâtre, donc il a raconté à sa manière cette expédition d'Alger. Et il n'a pas manqué de consacrer plusieurs pages à ce capitaine Hennequin, à ce pourvoyeur de Nantes. Et ceci donc a été ensuite confirmé, donc ce n'était pas du blabla, confirmé par un certain Alfred Nettement, alors là, qui est un homme donc plus sérieux, qui a travaillé d'ailleurs sur des documents inédits que lui avait confié la famille de Bourmont d'ailleurs. Et là, en effet, lui aussi, il consacre, alors lui c'est quelques lignes, sur ce pourvoyeur de Nantes. Mais chose encore plus extraordinaire, c'est Alfred de Vigny lui-même qui a écrit quelque chose qui s'appelle Les anecdotes d'Alger, sur l'expédition d'Alger en 1831, donc encore c'est tout chaud. Et lui aussi ne va pas manquer de faire état de ce pourvoyeur de Nantes. Alors, je dois quand même signaler que Alfred de Vigny était très favorable à la conquête et qu'il a réellement déploré le peu d'enthousiasme qu'a suscité ce succès français en Algérie et surtout de ne pas avoir honoré les soldats qui s'y sont battus. Alors, donc, à sa manière, il va donc raconter cette expédition d'Alger et ne va pas manquer de mentionner et surtout donc de saluer le bonhomme de ce capitaine Hennequin en qui il voit un homme d'affaires qui a quand même flairé la bonne aubaine, dit-il, dans cette baie orageuse de Sidi Ferruche. Voilà donc quel serait pour moi en tout cas ce premier café français qui s'est en tout cas distingué dans la littérature. Pour l'anecdote, un des cafés de Sidi Ferruche, le café-restaurant Rivet, n'a pas hésité à porter le nom de Au débarquement des Français. Alors, encore une fois, en effet, ces soldats qui débarquent sur Alger, enfin donc sur la plage de Sidi Ferruche et qui n'avancent d'ailleurs que sur Alger, on ne va pas tellement plus loin, eh bien ces soldats, ils sont quand même, c'est une aubaine, ils sont 37 000 à débarquer d'abord autour donc de Sidi Ferruche et d'Alger. Alors bon, bien vite, le gouvernement français va en retirer pour les rapatrier en métropole, mais enfin il en restera quand même 17 000. 17 000 hommes, c'est quand même une belle clientèle pour les cafés.
D'autant que par la suite, donc, eh bien, beaucoup vont se rajouter, et sous Bugeaud, par exemple, 10 ans après, eh bien là, ils seront entre 80 000 et 100 000. Alors, en effet, là, quand même, c'est quand même une belle clientèle pour les cafés. Alors, d'autant que ces hommes, il faut quand même voir qu'ils arrivent, ils n'ont pas de famille, ils sont sur une terre qu'ils ne connaissent pas, et ils sont très mal hébergés. Pensez que, par exemple, donc, dans Alger, il n'y a de disponible que 2000 places dans les anciennes casernes de Janissaire. Donc 2000 places pour 17 000, 20 000 hommes. Alors où on va les mettre? Eh bien les malheureux, on va les entasser dans des forts, donc turcs, barbaresques. On va aussi les mettre dans des édifices publics. On va encore peut-être aussi les mettre dans des édifices religieux, dans des maisons réquisitionnées, etc. Et c'est vrai qu'on va un petit peu les agglutiner. Certains même vont continuer à bivouaquer à l'extérieur d'Alger, dans l'humidité, sous des chaleurs étonnantes, étouffantes. Et évidemment, la maladie va en toucher de très nombreux. On dit d'ailleurs que les soldats sont davantage morts de maladie que dans les combats. Alors oui, c'est vrai que pour ces hommes de troupe, le café va constituer un refuge, un lieu de fraternité militaire. Le général du Barail a écrit un petit peu plus tard, en 1841, et là je vais prendre un petit document, il écrit donc à Blida, justement ce caractère salutaire que représentaient les cafés pour ces premiers soldats. Alors, il parle d'un café Chaput. Là, je dois dire que je n'ai pas trouvé trace de ce café Chaput, mais de toute manière, il le nomme expressément. Alors, je le recherche et voici ce qu'il écrit de ce café Chaput de Blida en 1841 où il tient garnison. On mariait les bols de punch, les bols de vin chaud, les saladiers de vin à la française, à l'intarissable répertoire des romances sentimentales, des chansons bachiques et même des refrains licencieux. Et il rajoute surtout: oserais-je dire qu'on mariait aussi les âmes et que telle connaissance, ébauchée le verre à la main, se répercuta dans une tranchée ou sur un champ de bataille par des actes de dévouement réciproques. Avec l'arrivée du peuplement civil, évidemment, la clientèle des cafés va s'accroître. Mais enfin, quand même, il faut savoir qu'au début, on n'était pas très nombreux. Il y avait environ 600 Européens en 1830. Il y en a eu après 3000, l'année d'après, 8000, etc., etc. Donc quand même, mais malgré tout, c'était une clientèle complémentaire. Et c'est celle-là que va décrire notre ami l'écrivain Louis Bertrand dans Le Sang des races. Il va décrire tous ces gens qui vont se rencontrer, ces gens venant de toutes les nations et qui vont se rencontrer justement dans les bars. Alors, voici ce qu'il écrivait. Et je ne sais pas, vous vous souvenez sans doute que nous avons joué une pièce qui a été adaptée par Evelyne Joyot et nous-mêmes, membres du cercle algérianiste, nous avons brillamment tenu le rôle justement de ces hommes qui se rencontraient, et ces femmes, mais là il y avait des hommes, qui se rencontraient dans ce café. Il y avait là, dit-il, des hommes de toutes les nations. Des hommes de toutes les nations. Il y avait là des hommes de toutes les nations. Il y avait là des hommes de toutes les nations. Des terrassiers piémontais, avec leurs faces roses de Gaulois, étalés des grandes bottes et des pantalons de velours aussi larges que des jupes, à côté des côtes de toile bleue des charpentiers marseillais. Par-ci, par-là,
éclataient des tailloles multicolores des petits charretiers de Camargue et de la vallée du Rhône. Tous se comprenaient, s'excitaient, s'enivraient de leurs propos. Plus pacifiques, les hommes du Nord se tenaient à l'écart. C'étaient presque tous des Alsaciens immigrants, des Badois de la forêt noire. Les maçons auvergnats se mêlaient à eux pour se distinguer, tous affectés à l'auberge de ne parler que le français, ce qui faisait rire ceux. Au 1er janvier 1843, on comptait exactement sur un territoire qui occupait environ les 2/3 de la France d'alors, on ne comptait que 45 000 Européens émigrants. Je dis bien européens. La moitié environ travaillait pour l'armée ou pour donc tous les travaux de développement de l'Algérie conquise. C'était l'élargissement des rues, c'était la construction de maisons, on construisait le môle à Alger, etc. etc. Donc environ 25 000. Et le reste, donc, était allé, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers la terre, vers les fermes. Alors, voilà donc ces premiers hommes qui sont tout de même déracinés, qui ne viennent pas le plus souvent avec leur famille et qui vont là aussi trouver dans le café cet endroit animé, bruyant, sympathique, chaleureux, où on va s'enivrer autant de boissons que de paroles d'ailleurs, où l'on va partager des aspirations, des colères. Le comptoir du bar, écrivait Honoré de Balzac, est le parlement du peuple. Mais il s'est trouvé tout de même des âmes qui déploraient la fréquentation de ces cafés, notamment il y a eu un arrêté militaire de 1832 qui interdisait la vente aux soldats et aux sous-officiers d'alcool parce que, on considérait en effet qu'il y avait un trop gros abus d'alcool fort et notamment d'absinthe. Ce fléau touchait aussi, quand même, il faut le dire, nos colons. Nos colons, surtout, donc, on imagine ces colons de 1848 qui sont arrivés dans ces convois, on leur a promis monts et merveilles, mais beaucoup étaient très mal préparés à cette nouvelle vie et ont consumé dans l'alcool les quelques maigres ressources qu'ils avaient emmenées avec eux. Eh bien, alors, il n'en fallut pas plus aux indigènes pour prendre tous les Européens pour des ivrognes. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai trouvé un petit apologue arabe. Un apologue, c'est un conte moralisateur, et justement qui décrit le danger que représente l'alcool. Alors, je vous le donne parce que c'est très amusant. C'est Satan qui verse sur la vigne d'Adam d'abord du sang de Pan pour que le buveur soit rayonnant, orgueilleux. Et puis après, il verse du sang de singe pour voir ce buveur gambader, faire des grimaces. Et puis ensuite, il verse du sang de lion pour que ce buveur devienne hystérique, coléreux. Et enfin, comble de l'impureté, il verse du sang de cochon pour le voir se vautrer. Alors, il est certain qu'avec ces interdits religieux qui concernaient la population indigène, en effet, les indigènes, leur religion leur interdisait de consommer de l'alcool. Et donc, cet interdit faisait qu'on voyait assez peu d'indigènes musulmans dans les cafés français, et quand ils les fréquentaient, au vu du public, ils consommaient de la limonade, du café ou du thé. Ils avaient aussi, bien évidemment, cet interdit religieux, mais aussi la pression muette de la communauté qui les regardait, qui les contrôlait. Mais tout de même, en ce qui concerne le rapport de l'alcool
chez les indigènes, bon, il est tout de même assez ambigu, hein, si je puis dire. Et là aussi, je vais vous citer un petit texte que j'ai trouvé dans le livre de Louis Veuillot, qui a écrit en 1841, c'était ses souvenirs de sa visite en Algérie en 1841. Il a écrit donc Les Français en Algérie, donc vous voyez, c'était encore tout chaud. Et il s'amuse à raconter justement ce caractère un petit peu paradoxal de l'alcool chez les indigènes. Voici ce qu'il écrit. D'abord, il écrit, parce qu'il le cherche d'abord dans la littérature indigène, justement, il se rend compte qu'on y fait souvent l'éloge du vin. Hein, et donc, il écrit qu'il est rare de trouver un poète oriental, arabe, turc ou persan qui n'ait vanté le vin. Et surtout, il va citer le fameux Avicenne, hein, vous savez, ce fameux lettré, ce fin lettré du Xe siècle, qui écrit une chose très intéressante et très sage à propos de l'alcool. C'est une liqueur aussi âpre, mais non moins salutaire, que les conseils d'un père à son fils. L'homme de bon sens ne se fait pas scrupule d'en boire. L'hypocrite seul la proscrit. La raison en autorise l'usage, la loi ne la défend qu'au sot. Donc, vous voyez bien que, malgré tout, le rapport des indigènes avec l'alcool, mérite tout de même d'être nuancé. Mais il y a aussi ces bonnes âmes, alors cette fois-ci françaises, européennes, et ces préceptes moraux qui voient dans les cafés des lieux de perdition. Alors, c'est surtout que certains craignent que des colons ne soient détournés du travail qu'ils doivent faire sur la terre, du peuplement qu'ils doivent également mettre en œuvre en Algérie. Et c'est pourquoi donc on assiste à quelques ouvrages, concernant la morale du petit colon algérien. Alors j'ai trouvé là aussi un petit ouvrage qui s'appelle « Lecture moralisatrice du petit colon algérien », alors d'Ernest Vabled, de 1863 je crois, et celui-ci évidemment donne d'abord des conseils à tous ces gens qui arrivent en matière d'agriculture pour s'adapter sur le pays, mais il consacre aussi un chapitre sur l'alcool et sur les ivrognes. Et donc il donne, en effet, il raconte de telles histoires sordides sur le sort de certaines colons qui malheureusement ont dérivé dans l'alcool. Et il conclut de façon sans nuance, disons, ceci vis-à-vis du café, hein, dans son petit ouvrage. « Honte aux ivrognes, point de cabaret, à bas le cabaret, c'est un gouffre où le temps, l'argent, la réputation et la santé vont se perdre. » Il est fréquent, parmi les témoignages des premiers visiteurs, de constater leur déception à ne trouver en Algérie qu'une copie de la métropole. Par exemple, on a Fromentin qui écrit de façon assez sévère que les rues de Babazoun et de Bab el Oued sont de petites rues Rivoli peuplées de contrefaçons parisiennes. Alors Daudet, son Tartarin, est peut-être moins sévère, mais son Tartarin est tout à fait surpris de tomber en plein Tarascon avec ses grandes rues, ses maisons, ses cafés, ses restaurants qu'il trouve en Algérie.
Mais ces visiteurs, en réalité, ne semblent pas s'être rendus compte qu'ils étaient sur une terre française désormais, et que lorsque nous sommes allés en Algérie, eh bien, nous avons transporté nos habitudes, nos mœurs. Et il faut savoir en effet que le café, par exemple, était un symbole de notre vie française, c'était l'esprit français. Alors, si vous permettez, je fais juste un petit retour en arrière pour expliquer ce qu'étaient les cafés, les établissements, quand ils ont été créés en France, en métropole. Ils ont été créés dans le troisième tiers du XVIIe siècle, c'est-à-dire sous Louis XIV. Auparavant, il y avait des tavernes, on prenait le vin, etc. Et c'est un certain Italien, qu'on va appeler Procope, qui va créer ce premier café. Il va avoir l'idée, en tout cas, de faire déguster ce café, qui est devenu un breuvage désormais apprécié, eh bien, dans un endroit qui soit agréable, et non plus derrière un comptoir, debout, etc. Il va donc créer un local, d'ailleurs tout près de la Comédie Française, et je crois même avoir lu que Molière a fréquenté le café Procope, et il va mettre évidemment du luxe, des tentures, des tables, des chaises, etc. Et il va attirer la clientèle. C'est comme ça que se crée le premier café à Paris, bien sûr, et puis il va être évidemment imité. Sous Louis XV, par exemple, bien, on va en compter, je crois, 600, donc c'est le milieu du XVIIIe siècle. À la fin du XVIIIe, à la fin de la Révolution, là, c'est déjà l'explosion. Je crois qu'il y en a plus de 3000 à Paris, simplement. Et puis, le XIXe siècle va être vraiment la date, enfin l'époque de la création, enfin du développement des grands cafés. Et là, évidemment, ça va être le lieu d'urbanité, de sociabilité, d'autant qu'on va y rajouter de la restauration. Donc voilà, c'est ce que nous allons nous amener en Algérie avec nous dans nos bagages, n'en déplaise donc à ces visiteurs qui croyaient trouver que du pittoresque. Et nous allons en effet amener avec nous du plus humble café, du troquet, de l'estaminet, du petit bar, jusqu'au grand café select lambrissé. Alors, évidemment, nous allons essayer de ressembler à la France, au café français. Nous allons d'ailleurs rivaliser avec la France pour attirer une clientèle sélecte, masculine et féminine, contrairement au café mort, évidemment, qui exclut les femmes. Et nous allons, ces cafés vont proposer à cette clientèle les meilleurs décors. On va voir des lustres en cristal, des miroirs, des fresques murales, des tentures. Et puis surtout aussi, on va offrir et on va proposer à la clientèle des vues imprenables sur la mer. Alors je vais d'ailleurs vous lire là également un petit passage de ce que font ces cafés pour attirer la clientèle. C'est un passage qui a été écrit par Charles Després en 1868. Charles Després est un chroniqueur, un journaliste d'Alger. Et il se trouve qu'il va comparer d'ailleurs plusieurs cafés d'Alger, le café de la Beaux-Arts, le café de la Bourse d'Alger, le café de Bordeaux, le café d'Apollon, il va également en parler. Mais visiblement, son choix porte sur le café Kolb, et voici ce qu'il en dit. Alors, ce café Kolb étalait tout ce qu'un consommateur plus fantaisiste que gourmet peut raisonnablement désirer. Vaste salle d'hiver, toujours pleine d'une foule bigarrée, bruyante, riant salon d'été, tapissé de plantes grimpantes, et partout la vue de la mer. Quant au café
fameux d'Apollon, qui a été créé sur la place du gouvernement d'Alger en 1838. C'est le plus réputé, c'est celui où il faut se montrer. Et là, toujours ce Charles Després, et je reprends donc son texte, cite ces orangers, ces lauriers roses reliés entre eux par guirlandes de feuillage qui offraient un charme réel. Et quant à l'indicateur de l'Algérie de 1859, il vante la salle, l'intérieur de ce café Apollon, avec une magnifique ornementation de peinture. Bon, alors quand on regarde des images, il faut aimer ça, parce qu'on y trouve des colonnettes, des arcades, des plafonds hérissés de dentelures, des fresques qui représentent des scènes naïves, orientalistes, ou bien des déserts, etc. Mais c'est un endroit qui est fréquenté par le tout Alger de cette époque, et d'ailleurs même, il perd un petit peu de sa réputation, évidemment, au fur et à mesure du temps, mais même à la fin du XIXe siècle, vers 1898, eh bien, le roi des Belges, Léopold, a l'habitude de venir prendre son petit déjeuner exclusivement dans ce café d'Apollon. Alors, les cafés vont également rivaliser en Algérie en désignant, en se rapprochant des noms de la mère patrie. On va avoir le café de France, le café français, on va avoir des régions aussi, le café de Périgord, d'Aveyron, le café marseillais, à Alger le grand café de Bordeaux. Et puis même, on va s'inspirer de cafés, de noms de cafés très chics parisiens, tels que la Maison Dorée par exemple, ou le café de la Bourse par exemple également. Donc voilà, déjà on va garder des noms de France. Et puis en Algérie, ce qui est amusant aussi, c'est qu'on va tenter aussi d'imiter le snobisme parisien. Parce qu'à Paris, il est bon de parler anglais, de mettre des cartes en anglais. Eh bien, en Algérie, on va en faire autant. Par exemple, le café de la Bourse à Alger va afficher « Breakfast and dinners served as in the first class restaurant in Paris ». Ce qui signifie, si vous n'avez pas bien compris mon accent, que les dîners, les breakfasts seront servis comme dans les restaurants de première classe à Paris. Quant au café d'Europe, par exemple, toujours à Alger, eh bien lui, il va vanter sa choucroute exceptionnelle, ses jambons, ses saucisses, venant tout exprès pour lui de la région de Rougemont. Voilà donc tout un ensemble de ressemblances, de vouloir ressembler à la France que proposent nos cafés d'Algérie. Comme en France, le café était aussi le lieu où l'on se montrait et où les jeunes filles de bonne famille, ainsi que les fringants chasseurs d'Afrique, espéraient trouver l'âme sœur ou, qui sait, peut-être d'autres aventures. C'était aussi un lieu, ce café, où se donnaient des spectacles, des concerts, et l'on invitait les plus grands artistes de Paris. C'était également, comme en France, un lieu où se diffusaient les informations et où se faisait la politique. J'ai trouvé dans les différentes lectures que j'ai pu faire de nombreux témoignages, mais j'ai retenu celui-ci, donc qui concerne d'abord le café d'Apollon, dont je viens de vous parler. Au café d'Apollon se tenaient les discussions les plus passionnées sur l'avenir de notre conquête. Et la revue mondaine
oranaise, en 1905, écrit qu'à la brasserie Tantonville d'Oran, quelques bons amis s'y rencontrent et au milieu des nuages parfumés d'un bon cigare, discutent de la question marocaine ou du ministère menacé. On sait qu'en effet, en cette année 1905, eh bien, le Kaiser a quelques velléités sur le Maroc que défend la France et notamment avec son protectorat sous Lyautey. Donc en effet, voilà, on discute âprement de la politique. Mais si l'on veut ressembler à la France, bien évidemment, parce que l'on est français, eh bien malgré tout, nous allons nous en distinguer. Et plutôt que de boire des grogues, du raspail, du champoreau, de l'absinthe, eh bien nous allons nous distinguer en buvant cette fameuse dame blanche qu'est notre anisette, qu'elle soit d'ailleurs Liminiana, Galliana, Phénix, Gras, c'est ce qui va nous distinguer déjà de la France. Et puis aussi, on va boire ce picon qui a été créé par Gaëtan Picon à Philippeville, et là aussi, alors qu'il y avait d'abord des vertus thérapeutiques, et ensuite on en a fait un breuvage apéritif. Voilà déjà quelque chose qui va vraiment nous distinguer de la France, parce que c'est l'anisette. Ensuite, évidemment, c'est la pratique de l'akemia. L'akemia qui est ce genre, nous dirions aujourd'hui, c'est amuse-gueule. Mais nous, on l'appelle l'akemia, et elle a été très vite mise en œuvre en Algérie. Et j'aime bien tout de même citer un texte qui était écrit par René Janon et qui est cité par Pierre Dimec dans un de ses ouvrages sur les auteurs algérianistes. Et donc, eh bien, l'akemia est ainsi décrite: moules et escargots nageant dans une sauce de sorcière, fèves au cumin et pois chiches, légumes cuits par le vinaigre, anchois et olives noires, nous l'avons tous connu. Nos cafés se distinguaient aussi de ceux de la France par tout ce folklore qui entourait nos terrasses. Les cireurs de chaussures, les petites bandes de mendiants et de mendiantes indigènes, notamment les marchands d'allumettes d'Oran, le marchand de gâteaux maltais qui hurlait sur les places publiques pour vendre ces malheureux gâteaux. Et puis il y avait aussi autre chose qui est vraiment notre marque de fabrique, c'est notre tchatch, qui nous distingue de ceux de France, ce pataouette un petit peu en tout moins, ce langage fait d'expressions imagées qui ont été en fait créés par tous ces peuples qui se sont mélangés et venus notamment d'Europe. Voilà en quoi nos cafés ont été à la fois français, comme je l'ai dit précédemment, mais aussi algérianistes, ont eu une culture tout à fait inédite, singulière. Pour finir ce rapide survol sur les premiers cafés en Algérie, je vais vous parler du Grand Café Laval de Blida, parce qu'après tout, c'est par ce billet, par ce Café Laval, que je me suis intéressée à ce sujet. Le Grand Café Laval à Blida était situé sur la place d'Armes que tous les Blidéens évidemment connaissent et qui était le cœur de vie de notre ville de Blida, qui n'a pas en effet connu ce fameux kiosque. Il portait le nom donc de Laval. Laval, Alexandre de son prénom, venait de l'Hérault.
il est arrivé en 1845 à Alger d'abord, et avec son frère, jeune frère, lui-même avait 24 ans, il devait être sans doute limonadier dans sa région. Il vient avec son frère Jean. Alors, une petite parenthèse sur son frère Jean. Autant Alexandre est resté célibataire et sans enfant, autant Jean a eu une tripotée d'enfants. J'en ai repéré environ une bonne douzaine. Mais Jean a été surtout entrepreneur à Blida et a construit de nombreuses maisons à Blida, dont notamment la belle villa néo-mauresque dans laquelle j'ai eu la chance de vivre toute mon enfance, toute ma vie en Algérie. Alors j'en reviens à Alexandre. Alexandre, donc venant de l'Hérault, arrive à Alger. Il va certainement acquérir bientôt les glacières de Créa. C'est d'ailleurs sans doute la raison pour laquelle il va se rapprocher de Blida et y arrive en 1850. Mais évidemment, pour mettre à profit ces glacières de Créa, il va chercher un établissement sur Blida et en 1858, il va acheter un immeuble qui se trouve sur la place d'Armes avec un certain monsieur Almaric. Il l'acquiert d'un monsieur Biron. J'ai trouvé donc des traces de ce monsieur Biron dès 1840 qui a dû certainement construire cet immeuble et exploiter dans un premier temps ce café. Mais monsieur Biron donc va vendre son café en 1858 à Alexandre Laval et puis également à un monsieur Almaric. Mais ce dernier va revendre sa part à Alexandre Laval en 1859, si bien qu'Alexandre va être le seul exploitant du Grand Café Laval, et ce, pendant une quarantaine d'années. Alors quand je dis seul, il va sans doute être aidé par ses neveux, parce qu'il en a évidemment de nombreux. J'ai cru lire, en effet, certains Jules, certains Édouard, Antoine, enfin, et leurs épouses d'ailleurs. Mais malheureusement, vers les années 1894, Alexandre tombe malade et l'on apprend que le Café Laval va fermer. C'est le désespoir à Blida, car c'était un café extrêmement bien fréquenté. Alors Jules Laval, je crois avoir trouvé qu'il a essayé de réouvrir au grand plaisir donc de Blida ce café, mais cela ne va pas durer. J'ai eu l'impression qu'il y avait quand même des contentieux entre les divers neveux. Donc le café referme et tout d'un coup, donc à la grande joie du journal Le Tel, qui est le grand journal de Blida, on annonce qu'une certaine Madame Matarès, qui a été la propriétaire du grand café Richelieu de Bougie, s'intéresse à l'affaire et surtout, dit-on, elle va vouloir conserver le cachet blidéen de ce grand café Laval et exploiter la célèbre cave à liqueurs qui faisait aussi la renommée de ce café. Mais, Dieu sait pourquoi, l'affaire ne se fait pas. Alors, on va devoir mettre le bien aux enchères publiques. Ça va être assez long, parce qu'il y aura des surenchères. Il se trouve que plusieurs nièces d'Alexandre vont donc mandater leurs époux pour faire de la surenchère sur ce café. Alors, ces nièces ont fait de beaux mariages, comme on disait avant. L'une d'elles s'est mariée avec le comte Ductot, qui a été un notable de Blida et évidemment un grand officier qui s'est distingué au Sénégal. L'autre a épousé un membre de la famille Doro, qui était une famille de notables également à Blida. Et la troisième, Marie-Rosalie, celle qui donc m'intéresse davantage puisqu'elle est la maman de mon parrain, eh bien celle-là a épousé le chef d'escadron, commandant
Bosc, qui lui-même s'est distingué sous la fin du Second Empire dans la difficile bataille de l'armée de la Loire contre les Prussiens, et puis ensuite a été envoyé en Algérie donc pour mater la grande rébellion de Kabylie en 1871. Donc voilà donc ces trois nièces et leurs époux, puisqu'elles étaient surtout représentées par leurs époux, qui surenchèrent, et enfin le Café Laval va trouver un preneur à la hauteur de leurs attentes. Et c'est à nouveau Monsieur Almaric, vous savez, celui qui avait acquis en 1858 le café à l'origine avec Alexandre Laval. C'est lui donc qui va racheter donc l'immeuble et le café, et qui va très vite y héberger le cercle civil de Blida pour maintenir la bonne réputation de ce café. Alors, malheureusement, je n'ai pas tellement d'éléments sur ce qu'était l'intérieur de ce café Laval. Alors, ce que je peux vous dire, en effet, et ce que l'on sait, c'est que c'était un immeuble, un bel immeuble à 2 étages, avec le premier étage, il y avait donc des balcons, le second également 5 fenêtres, enfin, donc un bel immeuble, et qui se situait en fin de compte, alors qui était bordé au nord par la fameuse place d'Armes. À l'est, il y avait une rue qui s'appelait à l'époque Benkheda, mais qui par la suite s'est appelée Alexandre Mauguin. Et évidemment, M. Mauguin est extrêmement connu à Blida, c'était un maire, et surtout donc son imprimerie, enfin un grand entrepreneur, un monsieur d'une grande importance. Au sud, c'était la rue du Télégraphe au début, qui a pris le nom ensuite Pagès, qui, je crois savoir, était aussi un maire de Blida. Et à l'ouest, c'était encore un immeuble de rapport qui appartenait à Alexandre Laval. Alors, l'immeuble en question, évidemment, c'était au rez-de-chaussée que se tenait le café. Ce café qui tenait environ 5 arcades. 5 arcades, ça veut dire que c'est quand même très important. Alors, il ouvrait sur 3 vastes salles luxueuses. Ça, je l'ai lu dans le descriptif des enchères. Il y avait une salle à manger, il y avait donc la fameuse cave à liqueurs, il y avait des locaux d'exploitation, et surtout au sud de cet ensemble immobilier, il y avait une cour, jardin, qui servait évidemment aux réceptions, aux spectacles qui y étaient donnés. Alors pour le mobilier, etc., là j'ai très peu d'éléments, puisque sans doute au moment de la vente aux enchères, tout le mobilier a dû être enlevé. Il ne restait plus en effet que les comptoirs qui étaient en fonte dorée, disait-on, de même que des tables avec du marbre. Voilà, c'était le mobilier qui est resté ancré. Voilà à peu près, malheureusement, ce que je peux savoir de l'intérieur de ce café. Mais j'ai la chance d'avoir trouvé dans le journal Le Tel de 1931, disons, un petit élément qui nous décrit ce qu'était ce café Laval, et aussi une petite distinction sur Alexandre Laval lui-même. Alors Le Tel, voici ce qu'écrit donc Le Tel en 1931, en se rappelant donc la vieille époque de Blida. Cet établissement, par l'étendue de ses salles, son luxe et sa belle tenue, était à l'époque le seul de l'intérieur similaire au grand café d'Apollon, de Bordeaux et de la Bourse à Alger. Fonctionnaires, officiers, commerçants, propriétaires s'y rencontraient en grand nombre, et cette belle clientèle
était due surtout à l'amabilité de M. Laval. Ce dernier portait dans son café une marque distincte, une casquette marseillaise. Il était l'ami de tous ses clients et de son personnel. Alors, voilà ce qu'était ce café Laval, ce que je peux vous dire aujourd'hui. Et voyez-vous, j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que je passais tous les jours sous ces arcades et devant ce café sans savoir ce qu'il était. Et lorsque j'entendais mon parrain dire « je me rends au cercle civil », eh bien, je ne savais pas qu'en réalité, eh bien, il allait dans un lieu, en quelque sorte, familial. Ce parrain, je lui dédie, si vous le voulez bien, cette conférence. C'était un vieux monsieur lorsque je l'ai connu, et donc il n'a pas voulu quitter l'Algérie au moment de l'indépendance, parce qu'il ne voulait pas quitter sa terre natale, ni sa maison natale. Il est mort très peu de temps après, en 1965, sans bénéficier des honneurs qu'habituellement à Blida ont donné de telles personnes, et notamment aux officiers de la Légion d'honneur qu'il était. Mais je ne veux pas terminer sur une note triste. Je préfère plutôt vous montrer deux photographies qui, pour moi, eh bien, sont en quelque sorte un pied de nez à cette histoire un petit peu dramatique que nous avons vécue. Et vous voyez derrière moi la photo de la place d'Armes, avec sur le fond la place, l'église et la place de l'église, où donc personnellement donc, je vivais. Et vous avez également en regard la photo de Blida, de cette place d'Armes, après l'indépendance. Vous y voyez évidemment la grande mosquée qui a balayé à la fois l'église Saint-Charles et qui également d'ailleurs a balayé notre maison natale. Mais qui voit-on sur la place d'Armes? Eh bien, nous y voyons, toujours planté, eh bien, l'immeuble et le café Laval. Eh bien, pour moi, voilà, c'est ce pied de nez réconfortant sur lequel je veux finir mon propos sur ces premiers cafés en Algérie. Et je vous remercie sincèrement de votre attention.